40 ans. 40 ans que les déchets liés à la perliculture s'accumulent au fond de certains lagons ou sur les atolls. Après avoir mené plusieurs états des lieux et rencontré à plusieurs reprises les professionnels du secteur, le pays a lancé la première grande opération de collecte de ces déchets. Du ramassage au rapatriement, vous verrez que tous les acteurs concernés doivent mettre la main à la pâte et parfois à la poche. Le reportage d'Athéna Melkam. C'est un scandale écologique qui ternit l'image de la perle de Tahiti et tous les acteurs du milieu en ont désormais conscience. La pollution liée à l'activité perlicole est scientifiquement prouvée et son impact sur l'écosystème et la qualité des perles également. De quoi faire réagir. Une première phase de nettoyage est validée au premier séminaire de la perliculture en 2020. Elle fait intervenir les communes, les comités de gestion et les perliculteurs, la population et le pays. Ainsi, entre mai et juillet 2021, 1300 big bags vides ont été envoyés au comité de gestion des Tuamotu et Gambier et des îles sous le vent pour conditionner les déchets perlicoles collectés. À Apataki, plus d'une centaine de tonnes de ces déchets ont été récoltés. Ils sont attendus aujourd'hui à Tahiti où ils seront enfuis à Peihoro. En parallèle, la mise en place d'une filière de gestion des déchets perlicoles se poursuit. Si le rapatriement sur Tahiti reste la solution la plus rapide à ce stade, la direction des ressources marines étudie plusieurs pistes de réflexion, comme celle de remplacer le plastique par des matières plus respectueuses de l'environnement. Une chose est sûre, les perliculteurs devront mettre la main à la poche. Une modification de la loi de pays sur les activités du secteur devrait d'ailleurs être soumise à l'Assemblée dans les prochains mois. Et pour aller plus loin sur le sujet, nous accueillons à présent notre invité, Vete Aliao. Vete Aliao, bonsoir. Bonsoir. Alors, plus de 1300 big bags ont été justement déployés dans les îles cette année, dans une trentaine d'îles cette année. Quels sont les déchets que vous comptez collecter ? Alors on va surtout collecter en fait les cordages, les collecteurs qui servent à capter les naissains d'huîtres, les bouées et les grillages de protection. Sait-on à quel point les lagons sont pollués aujourd'hui ? Alors on sait que certains lagons qui ont été beaucoup exploités par la perliculture, comme Takaroa, Ahe, Manihi, ont une quantité assez importante de déchets qui se sont accumulés, aussi bien dans le fond du lagon que sur terre. Donc on estime à peu près à plusieurs milliers de mètres cubes, mais sur toutes les îles perlicoles. Depuis quand est-ce que la santé des lagons est devenue un enjeu de pérennité de l'industrie de la perle ? Alors c'est vraiment devenu un enjeu de développement durable, surtout quand on a mis en lumière que les plastiques étaient un danger en fait. Ça produisait des microplastiques, ça pouvait impacter tout l'écosystème, et notamment les huîtres en elles-mêmes et la qualité des perles. Donc à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus nier le problème et il fallait s'y attaquer. Donc depuis le séminaire de 2020, comme ça a été indiqué dans le petit reportage, les professionnels ont vraiment pris conscience aussi des enjeux. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé toutes ces actions de nettoyage. C'est la première étape, bien sûr. Est-ce qu'on peut retirer tous les déchets de ces lagons ? Alors les quantités sont assez importantes et c'est pas évident une fois que les lignes sont à plus de 20-30 mètres de profondeur. Ça devient compliqué de les sortir de l'eau, c'est aussi un peu dangereux. Mais on va essayer de faire notre possible, les perliculteurs aussi, bien sûr. Pas que le gouvernement, justement, la condition à laquelle le gouvernement a imposé pour aider ce nettoyage, c'est que les perliculteurs mettent la main à la pâte. Et donc on va essayer autant que possible de sortir le maximum que l'on pourra. C'est déjà ce qui sera fait pour les générations futures, mais maintenant, de là à tout nettoyer. Et donc une grosse campagne de collecte, mais aussi de traitement de ces déchets a été lancée. C'est ça. Donc là, la première étape, c'est vraiment le nettoyage. Mais par contre, ce qu'on vise, c'est bien sûr sur le long terme, et pas reproduire ces campagnes de nettoyage tous les 10 ans, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et donc, ça sera surtout de mettre en place une filière de traitement en fait, au quotidien des déchets des perliculteurs, qui n'existe pas aujourd'hui. Et il n'y a même pas de filière de traitement de déchets ménagers, en fait, encore au Tuamotu Gambier. Donc c'est un gros challenge à mettre en place, mais c'est essentiel pour la durabilité de l'activité. A-t-on aujourd'hui des pistes pour remplacer les lignes de cordage, par exemple, en plastique ? Alors c'est ça, le gros souci, en fait, c'est que c'est du plastique. Donc là, pour l'instant, les pistes que l'on a sur le cordage, ça va être ce qui va être des cordages en matière végétale. On étudie le chanvre de manille et la fibre de noix de coco. Par contre, faut qu'on s'assure que ça soit assez résistant dans l'eau pour les perliculteurs, suffisamment longtemps.
Mais l'avantage, bien sûr, c'est que ça se dégrade. Vous pouvez le mettre dans un compost et vous n'avez pas besoin de le rapatrier sur Tahiti. Donc ça, c'est une première piste qu'on étudie. Ensuite, il va y avoir d'autres types de matériaux alternatifs au plastique et qui ont la capacité de se biodégrader aussi et qui ne vont pas produire de microparticules. Donc nous étudions aussi ces pistes-là. Mais après, la troisième piste, c'est aussi étudier les matériaux de meilleure qualité. Alors ça reste du plastique, mais au moins ils peuvent les utiliser beaucoup plus longtemps. Et du coup, les quantités à gérer annuellement vont être moins importantes. Quel est le rôle des perliculteurs dans la lutte contre cette pollution? Ben, en fait, c'est leur responsabilité, c'est leur activité. Donc, ils sont responsables de leurs déchets. Et c'est une des principales activités dans les Tuamotu et Gambier. Donc, sachant qu'à partir de ce moment-là, ça impacte un peu tout l'écosystème avec les microplastiques, ils sont, enfin, si ils veulent pour leurs enfants et les futures générations qu'ils puissent continuer la perliculture et même continuer à pêcher du poisson, manger des bénitiers sains, et voilà, c'est de leur responsabilité de mettre en place aussi. Ils vont eux aussi devoir mettre la main à la pâte et à la poche aussi? La main à la pâte, forcément. Alors, la main à la poche, bien sûr, parce que ça a un coût de faire rapatrier tous ces déchets. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de les ramener à Tahiti. Donc forcément, ça a un coût de transport, bateau, de l'enfouissement au CET. Vous l'avez estimé, ce coût, approximativement? Alors, on n'a pas estimé encore précisément, parce qu'il faudra séparer en fait les déchets historiques qui se sont accumulés qu'on doit faire évacuer, et ensuite les déchets qui vont produire de façon annuelle. Et là, le coût de traitement va être sur leurs déchets qui produisent de façon annuelle, en fait. Et on n'a pas encore étudié les coûts précisément, parce que chaque étape a un coût qu'on a défini, mais il y a des moyens de réduire ce coût aussi. Par exemple, si on réduit les volumes à faire rapatrier, le coût du fret va être moindre. Si on réduit par broyage aussi les bouées, le coût du fret va aussi être moins important. Par contre, quels sont les mécanismes qu'on va mettre en place pour financer tout ça? On est en discussion avec les professionnels et il n'y a pas encore on n'a pas encore arrêté de solution bien précise, mais Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Merci beaucoup, VTA Liao, d'avoir répondu à notre invitation et à tous ces éclairages ce soir. Merci. Merci, au revoir.